Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous attaquons maintenant l'étude des problèmes qu'il pourrait y avoir avec l'interprétation de Copenhague. Tout d'abord, l'interprétation de Copenhague utilise des concepts classiques, et rien que les concepts classiques, c'est son principe, elle l'affirme. Mais les concepts classiques sont limités. Ainsi, il existe en physique quantique des phénomènes sans équivalent classique, comme des superpositions quantiques d'états typiquement corpusculaires. Une particule qui est en deux endroits différents en même temps. L'intrication quantique est sans équivalent classique. Le spin, nous en reparlions dans la dernière vidéo. Alors pourquoi ne pas aller au-delà? En fait, c'est ce qu'on fait. On va au-delà. On considère de nouveaux concepts, tels que l'intrication, le spin, qui sont définis non pas avec des concepts classiques, mais à travers des définitions théoriques, et par les comportements qu'ils peuvent avoir. Mais ces comportements, les mesures, induisent un développement théorique qui donne de nouveaux concepts qui ne sont pas tirés de concepts classiques. Et même dans l'interprétation, quand on affirme que le caractère aléatoire est intrinsèque, ce n'est pas classique. L'aléatoire existe en physique classique, nous avons souligné la différence. L'aléatoire intrinsèque, lui, n'est pas classique. Donc, affirmer qu'on a et il ne faut utiliser que des concepts classiques est manifestement abusif. L'interprétation n'explique pas réellement le mécanisme de réduction. Elle dit que c'est une mise à jour des connaissances, mais n'explique pas exactement comment ça doit se faire. Et surtout, pourquoi ce serait nécessaire. Parce que si c'est non physique, s'il n'y a pas une réduction physique, si c'est juste une mise à jour des connaissances, alors pourquoi faut-il l'intégrer aux lois physiques, au formalisme de base, à travers la règle de Born et la réduction? Si ce n'est pas physique, on peut s'en passer. Et rappelons que cette réduction est d'ailleurs toujours incompatible avec l'évolution linéaire de Schrödinger. Donc ce point n'est pas du tout résolu. Ensuite, le processus de réduction est instantané, non local. C'est toute la fonction qui serait réduite. Bien sûr, ce n'est pas une réduction physique, c'est une mise à jour de connaissances. Donc en principe, ça ne devrait pas poser de problème. Mais pour une fonction d'onde fortement étalée, on pourrait faire aussi des mesures à un autre endroit et observer, par exemple, une réduction à cet endroit. Donc, il y a bien un aspect physique qui est étendu. Et on sait qu'en relativité restreinte, c'est justement ce qui ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière, c'est la matière, l'énergie, soit, mais aussi l'information. Donc il y a quand même un risque, en mettant à jour les connaissances, c'est-à-dire les informations, de manière instantanée. Ma particule est ici, nulle part ailleurs. Pour un autre observateur séparé d'un intervalle spatial, il n'a plus aucune chance d'observer la particule. Donc, il y a tout de même un risque et d'une violation de la relativité. En tout cas, même sous forme d'une mise à jour de connaissances, c'est non relativiste, c'est incompatible avec la relativité. Bien sûr, ça ne pose pas nécessairement de problème, de contradiction. Rappelons-nous du théorème de non-communication. Ça ne veut pas dire pour ça qu'on pourrait utiliser ce phénomène pour transmettre un signal, un téléphone instantané. Mais au niveau de la formulation de la théorie, on a réellement un problème. On dit que les observateurs, ce ne sont pas nécessairement des humains, en tout cas, c'est un appareil. L'appareil étant classique. Et là, la question qu'on avait posée, à quel moment et à quel endroit se produit la réduction, ça reste posé. L'appareil, c'est toute une chaîne de mesures. Et à partir de quand peut-on considérer qu'on est passé dans le monde classique? On ne sait pas.
Rien que le précise dans l'interprétation. Ensuite, rappelons l'histoire, je crois que j'ai déjà cité plusieurs fois. On a dans les particules attriquées, qu'on effectue des mesures sur les deux particules. Selon l'observateur, avec la relativité, la réduction se produit d'un côté ou de l'autre. La réduction est donc subjective, elle dépend de l'observateur. Donc considérer la réduction induit un risque, parce que ce n'est probablement qu'un artefact de l'interprétation. Elle devrait à nouveau pas être inclue dans les lois physiques. Comme c'est purement interprétatif et subjectif, ce n'est pas un pur résultat. Ce n'est pas un résultat de mesure. Le résultat de mesure, c'est un résultat défini. C'est tout. Si on refait une mesure, on constate un résultat défini. Ça n'implique pas nécessairement une réduction. Simplement qu'on retrouve la même valeur. Et donc, à mon sens, ça c'est mon avis personnel, pour moi, c'est presque un aveu d'échec du positivisme. Puisque là, on considère quelque chose qui n'est pas directement induit des résultats mesurés. Le fait qu'on ne sache pas dire exactement à quel moment se produit la réduction est bien le reflet du fait que on n'a pas observé en fait la réduction. Tout ce qu'on constate, c'est un résultat final, un bilan. L'interprétation donne un statut spécial à la mesure. La mesure n'est pourtant qu'une chaîne d'interactions qui sont toutes, au niveau le plus élémentaire, des interactions du même type que le système étudié, des interactions microscopiques. Rappelons-nous, le photon on divisé par l'électron, les interactions avec les électrons sur le photomultiplicateur, etc. Donc, à partir de quand ce statut devient spécial? À partir de quel moment est-ce qu'il s'applique? Est-ce qu'il doit vraiment s'appliquer? Ça reste très mystérieux. C'est le même problème, en fait, que la réduction. À quel moment se produit-elle? À partir de quand l'appareil est classique? C'est la même problématique. Un autre problème, qui est certainement plus ennuyant, c'est, on vit dans un monde quantique, tout est expliqué par la mécanique quantique au niveau microscopique, les atomes, les molécules, tout est décrit par la mécanique quantique, mais nous, à notre échelle, c'est la physique classique qui s'applique. Il faut donc pouvoir passer de la mécanique quantique à la mécanique classique. On ne peut pas le faire bêtement avec le principe de correspondance, qui tend à dire, on fait tendre h avec 0, h est une constante. Ça, c'est simplement une règle. Le principe de correspondance est une règle qui fait correspondre les lois classiques et les lois quantiques, mais qui ne dit pas comment le monde peut être classique alors qu'au niveau fondamental, il est quantique. Or, l'interprétation fait l'inverse. Elle considère ab initio que le monde est classique, que nous sommes classiques, que les appareils sont classiques, qu'ils obéissent aux lois classiques, et puis décrit la mécanique quantique à partir de là. Et si on essaye de comprendre pourquoi le monde est classique, cette interprétation risque de provoquer des raisonnements tautologiques, avec le raisonnement qui se mord la queue. On suppose que c'est classique, et donc on dit, ben voilà, c'est quantique, on trouve classique, ben oui, parce qu'on l'a supposé. Donc cette interprétation interfère avec cet objectif d'expliquer le monde classique qui nous entoure. On dit la fonction d'onde est symbolique, c'est-à-dire la fonction d'onde n'est pas un objet physique réel, ou ne décrit pas un objet physique réel, mais on dit aussi elle contient tout ce qu'il y a à savoir sur le système ou la particule étudiée. Moi, personnellement, ces deux affirmations me semblent contradictoires, puisque la deuxième dit que cette fonction d'onde constitue et complète, elle contient tout et tout ce qu'il y a à savoir, et donc il s'agit de la meilleure description qu'on puisse avoir du système physique. Alors que l'autre, qui dit c'est symbolique, elle nie cette description
du système physique. Ça donc, cette idée de dire la fonction d'onde n'est rien d'autre qu'un réceptacle de connaissance de l'observateur, ça semble plutôt être une justification ad hoc pour accepter la réduction. On a vu que la réduction d'une fonction d'onde physique avait des difficultés beaucoup plus graves, notamment au niveau de la localité, la rupture de la localité, qui est beaucoup plus sévère que dans notre cas, avec une fonction d'onde symbolique. Et donc c'est un peu une espèce de faisons passer la pilule, disons que c'est symbolique. Donc, cette fonction d'onde est considérée comme n'étant que des connaissances. Et les connaissances, elles sont toujours encodées dans quelque chose, quelque part. Et le statut ontologique ou physique de cette connaissance est assez mal précisé. Surtout qu'on nie le fait que cette fonction d'onde représente un objet physique. Si les seules choses qui sont connues et utilisées sont les mesures et les probabilités, et si une fonction d'onde représente tout ce qu'il y a à savoir, alors pourquoi, diable, cette fonction d'onde doit-elle être complexe? Pourquoi ce n'est pas juste les probabilités ou les résultats des mesures? Pourquoi la fonction d'onde ne contient-elle pas juste les résultats des mesures? Nous avons vu des théorèmes, on a vu que ce n'était pas possible. Ça doit être contextuel, non local, etc. Mais dans ce cas-là, on a une fonction d'onde qui n'est pas le reflet de juste des résultats définis. C'est plus compliqué que ça, et c'est une fonction d'onde complexe. Et donc, il y a plus dans cette connaissance, dans cette fonction d'onde, que les simples mesures et les probabilités. C'est plus compliqué que ça. L'interprétation, surtout l'approche, la philosophie positiviste, dit les résultats n'existent pas avant la mesure. Ce n'est qu'une fois qu'on a mesuré que l'objet, la chose existe. Et qu'il y a réduction. La réduction implique donc une mise à jour des connaissances, et on n'a que ces connaissances, la fonction d'onde. Alors, comment diable une simple mise à jour des connaissances peut-elle provoquer l'existence de quelque chose? Qu'on sache que ça existe, je veux bien, et que ça se mette réellement à exister, c'est plus douteux. D'ailleurs, ça rappelle fortement le débat dont je vous avais parlé entre Bohr et Einstein, et où Bohr disait, croyez-vous, Bohr, que la Lune n'est pas là quand personne ne l'observe? Parce Einstein opposait le réalisme au positivisme. Attention, si on rejette cette idée que ça n'existe pas avant la mesure, ça ne veut pas dire pour ça que les résultats sont prédéfinis. À nouveau, voir Cochin et Specker, Mermin, Bell, etc. Ça implique seulement qu'il existe quelque chose qui est contextuel, on le sait. Il existe quelque chose qui se traduit en résultat physique. Mais cette traduction n'est pas du tout claire, pas du tout précisée. Un point important aussi, c'est qu'il y a le problème des bases privilégiées. J'en avais parlé. Et la théorie, l'interprétation de Copenhague n'intègre pas du tout la décohérence et l'explication des bases privilégiées. Ce n'est pas grave, ce n'est pas une grande critique. D'abord parce qu'on peut toujours en tenir compte, et on ne peut certainement pas le reprocher aux auteurs qui ne connaissaient pas la théorie de la décohérence, elle n'existait pas encore. Un point assez sérieux, assez grave, c'est la gravitation quantique. Actuellement, beaucoup de travaux tentent de réconcilier relativité générale et mécanique quantique, qui sont des théories fortement incompatibles, et qui essayent d'expliquer des phénomènes là où les deux
les deux théories devraient intervenir, et donc de bâtir une théorie dite de gravitation quantique. C'est les théories comme la gravitation quantique à boucle, la théorie des cordes, etc. Un des domaines reines de la gravitation, de la relativité générale, c'est la cosmologie, et donc de la gravitation quantique, c'est la cosmologie quantique, où on considère les choses d'un point de vue en particulier quantique, pour l'univers pris dans sa globalité. Et là, on a un souci. Il n'y a pas d'observateur extérieur. L'univers est par définition tout, et donc il n'y a pas d'observateur pour dire le système se réduit, ou je mesure un résultat. Il faut pouvoir avoir une description complète de l'ensemble, avec toutes ces interactions, et sans mesure par quelque chose d'externe. Il est hors de question, dans cette situation, de considérer certaines choses comme étant classiques. C'est tout l'univers qui est considéré comme quantique, là. Et donc, là, l'interprétation de Copenhague est totalement inutilisable. Il nous faut autre chose, là. Ça, c'est inévitable. Voilà pour cette longue critique. Et donc, on va avoir besoin d'autres interprétations, et j'en présenterai toute une série. Mais avant de continuer, avant de passer à d'autres interprétations, il est nécessaire d'approfondir un certain nombre de choses. Les choses que nous avons soulevées, nous avons discuté, il faut aller plus loin dans la réflexion pour voir ensuite ce qui serait utile, intéressant, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut chercher, comment juger les interprétations. Et dans la prochaine vidéo, nous commencerons cette étude un peu plus approfondie en faisant une critique du principe anthropique. Vous verrez ce que c'est. Je vous remercie.